Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur ce plateau pour parler d'eau. L'eau, cette précieuse ressource qui fait souvent l'objet de tensions. Alors, de tensions entre les différents usagers, et parfois par méconnaissance, et aussi par militantisme. Alors, sur ce plateau, quel est l'objet? L'objet, c'est d'apporter de la connaissance à travers les invités qui sont autour de moi. De la connaissance pour pouvoir concilier des intérêts et autour de la gouvernance de cette précieuse ressource, encore une fois, sans laquelle, eh bien, tout simplement, il n'y a pas d'alimentation possible. Alors, je vais commencer par, à ma gauche, nous avons Guillaume Benoît. Guillaume Benoît, vous êtes auteur du rapport sur l'eau, agriculture et changement climatique, qui avait été publié à la demande du ministère de l'Agriculture en 2017. Et puis vous siégez aussi à l'Académie d'agriculture. Un peu plus loin, André Bernard. André Bernard, vous êtes l'artisan d'un projet Haute-Provence rhodanienne. Vous allez nous en dire deux mots parce que je crois que c'est un projet qui vous tient bien à cœur, qui vise justement à sécuriser l'irrigation sur une zone située en gros entre Drôme et Vaucluse. Et puis vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis à ma droite, j'ai Denis Lefebvre. Denis Lefebvre, vous êtes l'auteur récent d'un hors-série publié aux éditions La France Agricole qui poursuit aussi cet objectif, c'est-à-dire d'apporter de la connaissance autour de l'eau. Vous êtes féru d'histoire et donc vous allez pouvoir nous mettre en perspective un petit peu les problèmes que l'on vit aujourd'hui avec ceux aussi que l'on a pu rencontrer dans le passé, des civilisations qui ont montré qu'elles étaient très habiles dans la matière d'utiliser l'eau, et puis aussi autour de nous des pays qui arrivent à être confrontés à ce problème avec plutôt des aspects positifs. Alors je vais commencer par Guillaume Benoît. Guillaume Benoît, dans votre rapport, vous avez planché sur la politique de l'offre. La politique de l'offre, de l'eau, ça peut paraître un gros mot et pourtant c'est une réalité. J'ai envie de dire, comment bâtir cette politique de l'offre et la rendre légitime aux yeux des autres utilisateurs que les agriculteurs? D'abord, je pense qu'il faut d'abord expliquer aux Français que tous les rapports scientifiques, que ce soit ceux du GIEC, de Météo France, de l'INRA, etc., alertent quand même très fortement sur les problèmes de sécheresse qui seront à la fois hydrologiques, climatiques, hydrologiques et agricoles. Et donc le changement climatique impose d'agir. Il y a une nécessité de prise de conscience, une nécessité de l'action. Parce qu'on va perdre, le GIEC le dit, on va perdre une aptitude à l'agriculture en sec, on a besoin de manger. Hein. Et deuxièmement, on va vers des sécheresses des sols agricoles extrêmes. C'est dans le rapport de Météo France, Climsec. Et déjà, on voit ça sur le terrain, en Languedoc, le climat est devenu semi-aride. Et donc, beaucoup de cultures méditerranéennes qui se cultivaient en sec aujourd'hui ont besoin d'une irrigation d'appoint. Alors si on n'apporte pas cette irrigation, on a des risques sérieux, désagricolisation avec toutes les conséquences sur les territoires. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'on va avoir un effet ciseau redoutable avec d'une part des étiages bien plus sévères, donc moins d'eau dans les rivières en été, et plus de besoins en eau en été. Et voilà, alors donc si on fait rien, on va avoir des gros problèmes. Et par rapport à cette question, on a un paradoxe en France, c'est que la France, c'est un pays que Météo France qualifie de territoire d'abondance hydrique. Et c'est vrai. Voilà, il faut le rappeler quand même. Hein, 97% de l'eau qui coule en France arrive à la mer. Donc on manque pas d'eau. Alors qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont des vrais problèmes d'eau. Nous, on a une ressource abondante, mais le paradoxe, c'est qu'elle manque en été, puisqu'on a plus de 80 départements aujourd'hui qui sont régulièrement en arrêté de restriction. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien, ou est-ce qu'on prend le problème sérieusement et qu'on agit sur l'offre et la demande pour préserver nos territoires, nos emplois, notre alimentation? On a besoin de manger. Très bien, merci. Alors Denis, justement, la France ne manque pas d'eau. Quel est, avec votre regard panoramique, les civilisations qui étaient dans des zones pas du tout favorisées et qui ont réussi à bien s'arranger de ces problèmes de gestion du flux hydrique finalement? Oui, l'eau et l'agriculture sont intimement liées. Hein. Sans eau, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas d'eau. Pour produire 1 kilo de matière sèche végétale, il faut au moins 500 litres d'eau. Alors paradoxalement, l'agriculture est née dans des zones très arides, comme vous le disiez, dans le croissant fertile au Moyen-Orient. Les agriculteurs sont d'abord installés près des fleuves, hein, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, le fleuve bleu en Chine, le fleuve jaune en Chine. Et donc,
et près des oasis. Mais finalement, il a fallu quand même très vite maîtriser l'eau, parce que les fleuves parfois sont indomptables, et notamment le Tigre et l'Euphrate, qui apportent la richesse par les alluvions, par leurs crues et leurs alluvions, mais aussi qui peuvent inonder et avoir des effets très défavorables. Donc on a pratiquement toutes les premières civilisations agricoles sont des civilisations hydro-agricoles. Par la suite, on a eu des expériences intéressantes, notamment en Andalousie, en Espagne, avec les agronomes musulmans au XIe siècle, qui ont mis en place des systèmes d'irrigation, une irrigation de jardinage, mais qui a permis de développer de nouvelles productions qui venaient des pays arabes, la canne à sucre, le riz, le melon, l'abricot. Et puis au Moyen-Âge, on a eu aussi les cisterciens, qui ont été des pionniers de la révolution agricole et industrielle du Moyen-Âge. Ils se sont installés dans les fonds des vallées et ils ont complètement maîtrisé l'eau, et ils ont été les pionniers dans le développement des moulins. Et puis, plus près de nous, il y a les Hollandais qui ont dompté la mer, là, depuis le Moyen-Âge, mais surtout après les années 50, où là, c'était le trop d'eau. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, l'Europe n'a pas eu trop de problèmes d'eau jusqu'à une date relativement récente, et a pas eu, nous ne sommes pas des sociétés hydro-agricoles. Ce qui est par contre le cas de pratiquement toutes les zones de la planète. L'Asie des moussons, c'est la gestion de trop d'eau. Les pays du Moyen-Orient, c'est la gestion de pas assez d'eau. Et puis, on a aujourd'hui donc les Pays-Bas qui sont maîtres dans les problèmes de submersion d'eau, et puis Israël qui est pionnier dans les problèmes. Israël a inventé l'irrigation goutte à goutte il y a 40 ans, et puis elle maîtrise très bien les techniques de traitement des eaux recyclées. Ok. André Bernard, alors tout ce panorama international et historique dans votre schéma que vous allez construire avec le prélèvement d'eau dans le Rhône. Comment vous voyez un peu la situation par rapport à la légitimité du fait de prélever de l'eau dans une rivière par rapport aux autres usagers? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut, comme ça vient d'être dit, pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Alors, soit elle est apportée de façon régulière par le ciel, soit c'est irrégulier, et on a le réchauffement climatique qui remonte. Donc, effectivement, on voit bien que même des cultures qui jusque-là n'étaient pas irriguées, que ce soit la vigne, les oliviers, les amandiers, aujourd'hui on est obligé de les irriguer. Alors le projet que je porte, que nous portons sur le territoire, c'est effectivement de sécuriser l'agriculture sur une partie du Nord Vaucluse et du sud de la Drôme, qui est un territoire pour lequel il y a de l'irrigation ancestrale avec des canaux gravitaires pour arroser quelques hectares, avec des volumes relativement importants. Donc ces volumes-là, on veut les mettre sous pression pour aller vers de l'irrigation goutte à goutte, parce qu'effectivement, vous venez de citer le goutte à goutte, on déploie aujourd'hui beaucoup de goutte à goutte dans la région, et on va même un peu plus loin parce qu'aujourd'hui la technologie nous permet de piloter au mieux le goutte à goutte. Donc avec un volume d'eau très restreint, on peut arriver à un résultat agronomique correct, intéressant. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut faire un certain nombre d'investissements de sécurisation de la desserte en eau sur les territoires. Et nos territoires sont agricoles, mais ne sont pas qu'agricoles. Ils sont aussi un lieu de résidence important et un lieu d'accueil sur le plan économique par rapport au tourisme l'été. Et aujourd'hui, dans certains villages, on arrive à des saturations sur le réseau d'eau potable. Donc le projet que nous portons, c'est un projet multi-usage, en prenant un peu d'eau dans le Rhône. Alors je voudrais quand même rappeler que l'ensemble de tous les prélèvements dans le Rhône faits par l'agriculture aujourd'hui, c'est moins d'un jour du débit du Rhône. Donc même si on prélève un peu plus, et là je veux rendre hommage à ceux qui ont fait la loi de la CNR entre 1921 et 1931, qui ont prévu que chaque ouvrage hydroélectrique réserverait un volume d'eau pour l'agriculture et de l'énergie pour pomper. Ce taux aujourd'hui, on est en train d'évaluer ce qu'on prend exactement, mais on est à peu près persuadé qu'on a de la marge pour en prendre encore un peu, mais on en prendra moins que ce qu'on en prenait par le passé, parce qu'on va vers des techniques d'irrigation les plus efficaces possibles. D'accord. Donc le fait que, parce que on sait que le Rhône est alimenté entre autres par la fonte des glaciers, ça c'est pas quelque chose qui vous soucie à moyen et long terme, le rapport entre le débit du Rhône? Le débit du Rhône moyen, c'est 1500 mètres cubes seconde. Le débit à étiage, c'est 400 mètres. Si on descend à étiage sévère, on saura, d'après ce qu'on nous annonce, à 250 mètres cubes seconde. Nos projets que nous portons, c'est 1 à 2 mètres cubes seconde, c'est-à-dire 1% de l'étiage le plus sévère. Sachant que l'étiage le plus sévère, il est en fin d'été et que nous, on a besoin d'eau au printemps et en début d'été.
Donc ça donne bien un rapport entre les différents phénomènes. C'est pas parce qu'il y a des ressources abondantes qu'il ne faut pas l'économiser, qu'il ne faut pas la sécuriser. Je vous rappelle quand même qu'un tel projet, il y aura un coût en énergie et que l'agriculteur va payer. Donc c'est pas pour la gaspiller. Par contre, s'il n'y a pas d'eau, il rejoindra le club des agriculteurs qui s'en vont et c'est l'abandon des territoires. C'est une transition toute faite parce que effectivement, on entend dire que créer des ressources, ça amène aussi à utiliser encore plus d'eau. Ou en tout cas, créer des réserves de stockage, ça amène à utiliser. Guillaume Benoît, vous, la gestion de l'offre ou la politique de l'offre n'empêche pas une gestion de l'utilisation la plus fine. Qu'est-ce que vous voyez comme perspective positive dans ce contexte ? Il faudrait d'abord rappeler que dans le Code de l'environnement en France, le développement de la ressource mobilisable dans le respect des équilibres naturels est dit d'intérêt général. Il y a beaucoup d'eau l'hiver. Il y a des grands fleuves comme le Rhône qui ont beaucoup d'eau même en étiage. Mais en France, il y a énormément d'eau en hiver. On a de plus en plus de problèmes d'inondation en hiver. Donc stocker une petite partie de cette eau, soit dans les nappes, parce qu'on peut infiltrer l'eau, soit dans les sols, évidemment, par des techniques agroécologiques, ou en surface, dans des bonnes conditions environnementales, c'est possible dans beaucoup de territoires. Voilà, donc il faut bien voir quels sont les enjeux des territoires et quelles sont les solutions. Et les solutions, il y a une partie par la demande et il y a une partie par l'offre. Voilà. Mais on a besoin d'une politique de l'eau équilibrée qui fasse de l'offre et de la demande et de poser les bonnes questions. C'est quoi notre projet de société ? C'est ça le sujet. Et c'est une question à poser dans chacun des territoires en veillant quand même aussi à l'équité entre l'amont et l'aval. André Bernard, vous, techniquement, sans entrer trop dans les détails, aujourd'hui, ce que vous voyez fleurir comme technologie, je dirais assez à la fois moderne, d'économie de l'eau en termes d'irrigation. Disons que le goutte à goutte qui se développe depuis maintenant une vingtaine d'années chez nous a permis de faire des économies. Je vais prendre un exemple de ma vie sur le plan personnel. Quand j'étais gamin, j'arrosais par ruissellement 40 000 mètres cubes d'eau à l'hectare pour un hectare de tomates. Quand je me suis installé, que j'avais 20 ans, j'ai acheté un enrouleur et des asperceurs, 7 000 mètres cubes d'eau à l'hectare. Quand j'installe le goutte à goutte 10 ans après, je suis à 5 000 mètres cubes à l'hectare, 4 à 5 000 mètres. Aujourd'hui, avec les sondes de capacitive, lecture à distance et automatisation de l'irrigation, on descend à 2 000 mètres cubes à l'hectare. 2 000 par rapport à 40 000. Voilà la marge de progrès sur 35 ans. Donc effectivement, la technique aujourd'hui, en couplant le matériel d'irrigation performant et des outils de pilotage, des OAD pour l'avertissement aux agriculteurs. Il faut aussi gérer la météo. Si on a des pluies annoncées, on peut réduire. C'est tous ces éléments-là qui vont permettre de réduire l'usage de l'eau, parce que l'eau coûte cher, je tiens à le rappeler encore une fois, mais que sans eau, on n'y arrivera pas. Et qu'effectivement, je crois qu'il faut que toute la société comprenne que si elle veut être sécurisée en alimentation demain, si elle veut des territoires vivants, il faut que l'on mène une politique d'aménagement sur notre territoire. Nous avons pris en France depuis 3 décennies un retard considérable par rapport à nos partenaires européens. Alors Denis, il y avait une expérience qui avait eu lieu, c'est l'expérience du canal du Bas-Languedoc. Est-ce qu'on a pu en tirer des enseignements justement sur la façon de gérer cette ressource dans des régions assez sensibles ? Et ça a été une expérience d'aménagement du territoire très très intéressante. La personne qui a monté le projet, c'est Philippe Lamour, qui avait été avocat, qui avait été journaliste, qui était devenu à la Libération secrétaire général de la Confédération générale de l'agriculture. Il avait fait un voyage aux États-Unis dans le cadre du commissariat au plan, enfin ce qui était le prémisse du commissariat au plan. Il avait visité le Tennessee où il y avait un projet d'aménagement du territoire autour du fleuve. Et il est revenu en France, il s'est dit que ce serait pas mal pour le Bas-Languedoc. Et ça a été un laboratoire dans les années 50, 60, un laboratoire d'aménagement du territoire en France. Et Philippe Lamour était un proche de Pierre Sudreau. C'est lui qui a conçu un peu la politique d'aménagement du territoire. Alors par la suite, le projet a été peut-être un peu démesuré, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a, je crois qu'il y a 100 000 hectares de terres irriguées, 170 km de canaux, mais le projet a été un peu démesuré et aujourd'hui, je crois que ça fonctionne qu'à 20% de ses capacités. Alors ce que ça peut exprimer pour l'avenir, c'est peut-être qu'il faut éviter des projets pharaoniques, voilà. Qu'il faut aller sur le local et essayer de créer de petites réserves. Mais je pense que dans la société clivante dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux, avec et tout ce qui suit cela, on pourrait imaginer un pacte
autour de l'eau. On a dit, on a eu au 19e siècle la guerre de l'or, on a eu au 20e siècle la guerre du pétrole, on aura au 21e siècle la guerre de l'eau. Certains n'y croient pas. Pas du tout, parce que l'eau peut être une source de pacification et de paix. L'exemple du fleuve le Rhin, qui a été la frontière, un lieu de bagarre entre la France et l'Allemagne, est devenu un lieu de concertation entre tous les États riverains pour améliorer la qualité de l'eau depuis quelques décennies. Alors, et donc, moi, je crois beaucoup en impact local entre les citoyens autour de l'eau, où en échange de la possibilité de créer des réserves, on demanderait aux agriculteurs de produire de l'eau de qualité. Et je pense notamment au périmètre de captage, où il y a toujours des problèmes très très importants. Le coût de dépollution coûte très cher, et on pourrait accompagner les agriculteurs, parce que les coûts de dépollution sont beaucoup plus élevés que la valeur ajoutée de l'agriculture sur ces terres. Ça représente 12% de la surface agricole utile, et on pourrait développer l'agriculture bio, c'est 12% de la surface française, développer de la biomasse énergétique comme le miscanthus et développer le prêt de fauche. Et je pense que ça peut sensibiliser l'opinion publique, parce qu'il faut que le rat des champs, le rat des campagnes et le rat des villes dialoguent. Sinon, c'est des idées intéressantes. Je vais passer tout de suite à milieu, parce que justement, en termes de pacte, en quoi l'irrigation peut contribuer à la biodiversité? Parce qu'on dit toujours irrigation égale monoculture. Vous nous avez montré que ce n'était pas le cas, de manière plus générale. Alors je pense que quand on parle de biodiversité, il faut rappeler à nos compatriotes que la plus importante, c'est peut-être celle des sols. Et un sol qui n'a pas d'eau, il meurt. Et donc donc les sols vivants, c'est le grand enjeu de l'agroécologie. Et l'irrigation est un moyen qui est important dans certains territoires de cette agroécologie, c'est clair. Elle permet aussi par exemple, de garder de l'herbe, de faire des haies biodiverses. Si vous prenez dans l'écossière de Nîmes, vous voyez des paysages magnifiques. Elle a aussi un grand avantage, c'est qu'elle capte en moyenne, un hectare irrigué capte en moyenne 3 fois plus de carbone dans l'atmosphère qu'un hectare en pluvial. Et donc, sans les 300 millions d'hectares irrigués qu'il y a sur la planète, on devrait prendre sur les forêts, les savanes, les parcours, 600 millions d'hectares. Les impacts sur le climat, la biodiversité seraient considérables. Voilà. Alors, juste un dernier petit mot, c'est que on a fait beaucoup de progrès par l'irrigation de précision, les outils d'aide à la décision. Je pense qu'il y a une voie intéressante qu'on doit approfondir. Et il y a des exemples en France qui le montrent. C'est dans les grandes cultures, l'agriculture de conservation des sols. Parce qu'avec l'agriculture de conservation des sols, vous avez des sols plus profonds, des enracinements beaucoup plus profonds, une réserve en eau utilisable bien plus importante, puisque vous avez plus de carbone, et vous repoussez l'effet de sécheresse. Il y a certaines exploitations en France qui repoussent l'effet de sécheresse de 3 semaines, 2-3 semaines, et vous diminuez la demande en eau d'irrigation, et vous pouvez produire plus en même temps. Voilà. Donc ça fait partie des solutions pour la planète, et on voit bien que cette question de l'eau, des sols, de l'agriculture, c'est au centre du développement durable. Alors, pour terminer, André Bernard, comment vous expliquez un peu vos orientations à des personnes qui ne sont pas agriculteurs, qui peuvent dire, voilà, l'irrigation, c'est fait pour les grosses exploitations, etc. Qu'est-ce que vous leur dites aux autres usagers de l'eau? Alors, l'irrigation, c'est un des facteurs de résilience des exploitations agricoles face à des situations, en particulier climatiques, que ce soit l'excès à certains moments ou le manque. Quand je prends le dossier que je suis au niveau national, la gestion des risques, le Fonds national de calamité agricole a versé pour 2018 et va verser pour 2019 350 millions aux agriculteurs pour la sécheresse. Quand on sait que c'est 45% des agriculteurs indemnisés, ça fait 1 milliard. Et on sait qu'il y en a une grosse partie qui ne sont pas éligibles parce qu'ils n'atteignent pas le seuil. On peut estimer aujourd'hui que la sécheresse est de 2 milliards. Un citoyen qui met une cuve en bas de ses gouttières pour arroser son jardin, vous laver sa voiture, c'est un bon citoyen. Un paysan qui veut faire une retenue sur un demi-hectare pour trouver ses pâturages, c'est un criminel. Il est attaqué au tribunal, il est en permanence contraint à des nouvelles charges. Donc je pense qu'il faut qu'on change le dialogue. Je rappellerai quand même à tous les consommateurs que nous buvons 3 litres d'eau par jour. Nous en utilisons 150 pour l'hygiène et nous en mangeons 2000 à 2500 à travers notre nourriture. Au moment où la population augmente sur la planète, où la consommation d'espaces agricoles fertiles irrigués est consommée pour le développement urbain et économique, il nous faut aller sur des territoires moins favorables
Et les techniques d'aujourd'hui nous permettent, avec des volumes d'eau beaucoup moins importants que ce que pouvaient utiliser nos anciens, d'avoir un résultat agronomique. Par contre, pour avoir cette eau, il faut qu'il y ait une politique de sécurisation des projets, et on travaille à travers les PTGE, programmes territoriaux de gestion de l'eau, avec l'ensemble de la collectivité pour une acceptabilité de ces projets. Et après, il faut des moyens financiers sur du long terme. Un réseau d'irrigation, ça s'amortit sur plus de 50 ans. Voilà. Donc je pense que j'appelle à tous les citoyens, à tous les consommateurs, que ce qui est dans leur assiette tous les jours, 2 fois par jour, voire 3 fois avec le petit déjeuner, avant d'arriver dans l'assiette, c'est de l'eau qui a été conduite par les agriculteurs. Très bien, mais merci pour ce témoignage. Je pense que on a apporté des éléments pour nourrir ce pacte que Denis Lefebvre a évoqué tout à l'heure et que ça permettra de rasséréner la politique de l'eau pour les années à venir. Merci messieurs. Merci.